Au début des années 1930, l'Espagne était plongée dans un processus de transformation accéléré et profondément conflictuel. La proclamation de la Seconde République en 1931 avait suscité des espoirs de modernisation, mais avait aussi libéré des forces sociales opposées depuis des générations. À mesure que les années précédant 1936 avançaient, le pays connut une polarisation politique croissante qui se traduisit par des grèves massives, des attentats, des affrontements de rue et une radicalisation qui divisait la société en blocs irréconciliables. La République cherchait à réformer les structures de l'État, mais chaque tentative de modernisation était perçue par un secteur comme une menace et par un autre comme insuffisante, ce qui alimentait un climat de tension constante. Les réformes initiales du gouvernement de Manuel Azaña, comme la modernisation de l'armée, la laïcité de l'État, la réforme agraire et les statuts d'autonomie, provoquèrent le rejet des secteurs conservateurs, des grands propriétaires aux hiérarchies ecclésiastiques et militaires. En même temps, de larges secteurs ouvriers considéraient que ces réformes avançaient trop lentement, surtout dans les zones rurales où la répartition des terres demeurait extrêmement inégale. Cette double pression ouvrit une brèche qui s'élargissait avec chaque nouvelle mesure. Les grands propriétaires craignaient une révolution sociale. Les paysans journaliers exigeaient des avancées vers une redistribution réelle, et les mouvements ouvriers urbains réclamèrent des améliorations rapides des conditions de travail et des salaires. En 1932 eut lieu un des premiers indices de la fracture militaire, la rébellion du général José Sanjurjo, connue sous le nom de Sanjurjada. Bien qu'elle ait échoué, elle démontra que dans l'armée existaient des secteurs décidés à freiner la voie républicaine par la force. À cette tentative de coup d'État succéda une conspiration progressive et souterraine dans des garnisons clés, tandis qu'en parallèle, les syndicats promouvaient des grèves de plus en plus radicalisées. Le pays se transformait en un échiquier où chaque mouvement entraînait une réponse immédiate du camp opposé, sans espace pour le consensus. L'année 1933 marqua un tournant. Les élections de novembre donnèrent la victoire à la droite regroupée dans la CEDA de José María Gil Robles, qui soutint un gouvernement dirigé par Alejandro Lerou. Le nouveau bloc conservateur proposa de freiner, voire d'inverser, plusieurs réformes impulsées par la coalition républicano-socialiste. La gauche interpréta ce virage comme une trahison de l'esprit de la République, tandis que la droite le considéra comme un sauvetage nécessaire face à ce qu'elle jugeait être des excès révolutionnaires. Les rues devinrent un champ de bataille symbolique. Meetings massifs, marches de protestation et contre-manifestations dérivaient fréquemment en affrontements, blessés et, dans certains cas, morts. En octobre 1934 éclata une insurrection qui renforça l'idée que l'Espagne entrait dans une période de violence croissante. L'entrée de la CEDA au gouvernement déclencha la Révolution des Asturies, un soulèvement mené par socialistes, communistes et anarchistes. L'insurrection fut écrasée par l'armée sous le commandement du général Franco, avec un bilan de milliers de morts et une répression sévère qui laissa des blessures politiques profondes. En Catalogne, le président Luis Companys proclama « l'État catalan au sein de la République fédérale espagnole », un geste symbolique rapidement étouffé. Le message pour de larges secteurs fut clair. Ni la droite ni la gauche n'étaient disposés à accepter certaines décisions de l'adversaire par des voies démocratiques. Après l'insurrection, le gouvernement de droite impulsa une série de mesures répressives et de restrictions qui intensifièrent le ressentiment de la classe ouvrière. De nombreux dirigeants syndicaux furent emprisonnés, tandis que dans de nombreux villages, on procédait à des arrestations massives. Parallèlement, des groupes d'action d'extrême droite, comme les phalangistes, commencèrent à augmenter leurs attaques contre des militants de gauche. Les organisations ouvrières répondirent par des boycotts, des grèves et des attentats ciblés, créant un climat de violence politique quotidienne. Les rues de Madrid, Barcelone, Valence, Saragosse et Séville devinrent des scènes fréquentes de fusillades et d'agressions. En 1935, le gouvernement Lerou fut affaibli par des scandales de corruption, ouvrant la voie à de nouvelles élections. Celle de février 1936 serait déterminante pour le destin du pays. Pendant la campagne électorale, les tensions atteignirent des niveaux inédits, discours incendiaires, meetings massifs surveillés par des centaines de miliciens, menaces croisées et un climat où chaque bloc percevait l'autre non comme un rival démocratique, mais comme un ennemi existentiel.
La presse, fortement politisée, aggrava la situation. Les journaux de droite avertissaient du danger d'une bolchevisation de l'Espagne, tandis que les médias de gauche dénonçaient la menace fasciste représentée par la CEDA et la Phalange. Le résultat électoral donna la victoire au Front populaire, une coalition de gauche regroupant républicains, socialistes, communistes et groupes affiliés. Le gouvernement libéra les prisonniers de la Révolution de 1934 et reprit le programme réformateur. Mais loin d'apaiser les tensions, la polarisation s'aggrava. Le monde rural connut une vague d'occupation de terres par des paysans sans travail. Dans les villes, les affrontements entre phalangistes et militants de gauche devinrent presque quotidiens. Dans certains villages ruraux s'installèrent des systèmes de gouvernement de facto, ignorant les autorités officielles, tandis que dans d'autres, gardes civils et militants de droite répondaient par la violence. Entre février et juillet 1936, l'Espagne s'enfonça dans une spirale d'assassinats politiques. Selon les comptes historiques, plus de 200 morts liés à la violence partisane se produisirent durant ces mois. L'un des cas les plus graves fut l'assassinat du lieutenant de la garde d'assaut José Castillo, sympathisant socialiste, suivi de l'enlèvement et de l'assassinat de José Calvo Sotelo, dirigeant monarchiste. Ce dernier épisode eut un impact décisif. Des secteurs de l'armée interprétèrent que le gouvernement avait perdu le contrôle et que la violence était devenue une méthode d'action politique tolérée. De nombreux militaires indécis commencèrent à s'incliner vers la conspiration qui se tramait depuis des mois. En même temps, des généraux comme Mola, Franco, Goded et Queipo de Llano coordonnaient en secret un soulèvement militaire visant à restaurer ce qu'ils appelaient l'ordre et à freiner à la fois l'agitation ouvrière et l'avancée de la gauche. La République, de son côté, tentait de maintenir le contrôle institutionnel au milieu d'une pression sociale croissante. Les gouverneurs civils alertaient sur l'impossibilité de contenir la violence, tandis que les syndicats dénonçaient la répression policière et l'action de groupes fascistes. Dans ce contexte, tout incident pouvait déclencher une étincelle décisive et la conspiration militaire avançait, convaincue que la situation était insoutenable. À la mi-juillet 1936, la tension avait atteint son point culminant. Les dernières semaines furent marquées par des grèves générales dans diverses provinces, des tentatives d'attentats contre des autorités locales et des affrontements armés entre groupes de gauche et de droite. La Phalange intensifia son activité clandestine après l'illégalisation de l'organisation, tandis que les syndicats ouvriers continuaient de s'armer en prévision d'un possible affrontement. Le sentiment général était que la République était au bord de l'effondrement et que le pays marchait vers un dénouement violent. Dans cette atmosphère chargée de peur, de ressentiment et de méfiance, les conspirateurs militaires fixèrent la date de leur soulèvement. À l'aube du 17 juillet, à Melilla, eut lieu le premier mouvement du coup qui prétendait changer le destin de l'Espagne. Et cette tentative, qui devait être rapide et décisive, déboucherait sur un conflit beaucoup plus long et dévastateur. Le coup d'État du 17 juillet 1936. Le soulèvement militaire qui éclata le 17 juillet 1936 ne surgit pas à l'improviste, mais d'une conspiration qui mûrissait depuis des mois, voire des années, dans les cercles les plus conservateurs de l'armée. Après le triomphe du Front populaire en février, plusieurs hauts gradés commencèrent à se coordonner avec davantage d'urgence face à ce qu'ils percevaient comme un désordre institutionnel menaçant l'intégrité du pays. Dans les navires, casernes et consulats, les officiers échangeaient des messages chiffrés, des accords verbaux et des plans allant du remplacement du gouvernement à une restauration autoritaire. L'Union militaire espagnole, organisation clandestine d'officiers conservateurs, devint un centre d'opération à partir duquel fut tissé un réseau couvrant des garnisons en Navarre, en Afrique, en Galice, à Séville et à Saragosse. Le général Emilio Mola, affecté à Pampelune, fut la figure clé de la coordination. Sous le nom de code « Le Directeur », il élabora un plan visant un soulèvement simultané sur tout le territoire, assurant que la rapidité et l'effet de surprise empêcheraient une réaction organisée du gouvernement. Son idée était de produire un coup chirurgical, bref, capable de neutraliser les forces loyales à la République en quelques heures. Dans ses instructions secrètes, Mola insistait sur la nécessité d'une répression immédiate et énergique une fois le mouvement lancé, convaincu que seule la terreur permettrait d'imposer un nouvel ordre.
Cet élément répressif serait déterminant dans le développement ultérieur du conflit. Francisco Franco, alors commandant militaire aux Canaries, hésita d'abord à rejoindre la conspiration. Bien qu'il partageât le diagnostic de Mola sur la gravité de la situation, il craignait que l'opération échoue si elle manquait de soutien suffisant. Cependant, l'assassinat de Calvo Sotelo et l'augmentation de la violence dans les rues le convinrent que la République se trouvait à un point de non-retour. Pour éviter que ces mouvements soient détectés, il simula une fidélité institutionnelle tout en envoyant des messages chiffrés aux conspirateurs. Son rôle serait crucial grâce à son contrôle sur l'armée d'Afrique, les forces les plus disciplinées et expérimentées du pays. Au Maroc, la Légion et les réguliers étaient prêts à agir rapidement. Là, la figure du colonel Juan Yagüe, l'un des officiers les plus radicaux de l'armée, serait essentielle dans les premiers instants du coup. La relation étroite entre les officiers africanistes et Franco facilita la circulation précise des ordres. Dans la péninsule, un autre acteur indispensable était le général José Sanjurjo, exilé au Portugal depuis 1934. Les conspirateurs le considéraient comme le dirigeant politique et militaire idéal pour mener le nouveau régime, bien qu'il n'en exercerait jamais le rôle. Le climat précédant le soulèvement était de grande incertitude. Le gouvernement républicain, présidé par Santiago Casares Quiroga, recevait des rapports contradictoires sur des manœuvres suspectes dans plusieurs casernes. Alors que certains ministres exigeaient d'agir avec davantage de fermeté, Casares Quiroga hésitait, craignant qu'une réaction préventive n'accélère ce qu'il voulait éviter. L'exécutif savait que certains secteurs de l'armée sympathisaient avec la droite, mais ignorait l'ampleur réelle de la conspiration. La garde d'assaut et la garde civile étaient divisées et de nombreux gouverneurs civils manquaient d'autorité ou de ressources pour contrôler la situation. Le 12 juillet, l'assassinat de Calvo Sotelo alarma définitivement les conspirateurs. Pour eux, le crime démontrait l'effondrement de l'ordre public et justifiait un coup imminent. Mola envoya des instructions finales ordonnant aux garnisons rebelles de se tenir prêtes dans un délai de 5 jours. Cette décision accéléra les préparatifs. À Pampelune, les requêtés carlistes se rassemblaient pour soutenir le soulèvement. À Séville, des contacts étaient finalisés avec des civils de droite. À Saragosse, le général Cabanellas préparait ses troupes. Et en Galice, les commandements militaires alignés avec le conservatisme attendaient le moment exact pour agir. Le matin du 17 juillet, à Melilla, un groupe d'officiers africanistes décida d'avancer de quelques heures le plan initial. Il craignait que les rumeurs croissantes ne provoquent une réaction du gouvernement mettant en péril le succès du coup. À 5 heures de l'après-midi, le régiment de Melilla se souleva, arrêta les autorités républicaines et proclama l'état de guerre. En quelques heures, Ceuta et Tétouan se joignirent au soulèvement. Les radios du Maroc diffusèrent la nouvelle et la rébellion s'étendit rapidement dans tout le protectorat. Le gouvernement, surpris par la rapidité des événements, tenta de réagir, mais l'information arrivait de manière fragmentaire. Cette même nuit, Franco prit une décision qu'il évitait depuis des semaines. Depuis les Canaries, il envoya un télégramme annonçant son adhésion au coup et se rendit à l'archipel de Cap-Juby pour assumer le commandement de l'armée d'Afrique. Le 18 juillet, il diffusa un manifeste justifiant le soulèvement comme un acte patriotique destiné à sauver l'Espagne du chaos. Ces paroles cherchaient à donner l'impression d'un mouvement ordonné et unifié, bien qu'en réalité le soulèvement se déroula de manière inégale. Dans la péninsule, les garnisons réagirent avec des résultats variés. En Navarre, le coup triompha immédiatement grâce au soutien massif des carlistes. Il en alla de même en Galice, à Burgos, à Salamanque et dans une partie de l'Andalousie, où Queipo de Llano s'empara de ces villes par une combinaison d'astuces, d'intimidation et d'une répression initiale brutale. En Castille et Léon, les rebelles réussirent à contrôler presque toutes les villes importantes, consolidant un bloc territorial fondamental pour la suite de la guerre. Cependant, à Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao, la réaction fut différente. La résistance des forces loyales à la République et la mobilisation ouvrière frustrèrent les plans des militaires rebelles. À Madrid, le directeur général de la sécurité ordonna la distribution d'armes aux organisations ouvrières lorsqu'il fut constaté que plusieurs garnisons se soulevaient. Les milices socialistes, communistes et anarchistes s'emparèrent rapidement d'usines, de casernes et de bâtiments stratégiques. Les troupes rebelles furent neutralisées dans la plupart des points critiques.
permettant à la capitale de rester aux mains de la République. À Barcelone, la CNT et la FAI jouèrent un rôle décisif. Après des heures de combats de rue, les milices anarchistes prirent d'assaut les casernes rebelles et vainquirent les forces insurgées, assurant le contrôle de la ville. Dans d'autres régions, la situation était plus confuse. En Aragon et en Estrémadure, certaines garnisons hésitèrent jusqu'au dernier moment. À Valence, le soulèvement échoua grâce à l'action combinée de la garde d'assaut et des syndicats. À Malaga, Grenade et Cordoue, le contrôle se disputa rue par rue avec des résultats différents selon la ville. Le résultat final de ces premières journées fut un pays divisé en deux, avec une ligne de fracture ne coïncidant pas nécessairement avec des divisions historiques, mais avec la rapidité de réaction de chaque camp et la fidélité des unités militaires. Pendant ce temps, dans le protectorat marocain, l'armée d'Afrique se réorganisait sous le commandement de Franco. La Légion et les réguliers disposaient d'un avantage décisif. Discipline, mobilité et puissance de feu supérieure à celle de la majorité des unités péninsulaires. Leur transfert vers la péninsule représentait toutefois un défi. Le gouvernement républicain contrôlait la majeure partie de la flotte, rendant difficile la traversée du détroit. C'est dans ce contexte que l'Allemagne et l'Italie commencèrent à intervenir de manière décisive, fournissant des avions pour transporter les troupes de Franco et assurant que l'armée d'Afrique puisse être incorporée rapidement à la guerre. Le soulèvement, qui devait être rapide et déterminant, se transforma en un affrontement prolongé. L'échec partiel du coup créa un scénario inattendu pour les conspirateurs. Au lieu de prendre le pouvoir en quelques heures, ils se retrouvèrent piégés dans une guerre de position. Le gouvernement républicain, affaibli mais encore opérationnel, tenta de réorganiser ses forces, tandis que les militaires rebelles consolidaient des territoires clés. Dans plusieurs localités, les civils se joignirent massivement à la lutte, formant des milices et transformant les villes en champs de bataille improvisés. Le pays entra ainsi dans un conflit ouvert dont les premiers combats marqueraient un avant et un après. Et ce serait précisément cette division initiale, avec ses défenses improvisées, ses milices désorganisées et ses mouvements militaires précipités, qui donnerait lieu à l'éclatement général de l'affrontement armé. La division du pays et l'éclatement du conflit. Lorsque le coup d'État cessa d'être une manœuvre militaire pour devenir un affrontement ouvert, l'Espagne se retrouva divisée en deux territoires qui ne répondèrent pas uniquement à une logique géographique, mais aussi à la rapidité, la fermeté et la loyauté avec lesquelles différentes garnisons avaient réagi durant les premiers jours. Les 18 et 19 juillet 1936, tandis que certaines villes passaient sous le contrôle des insurgés presque sans résistance, d'autres s'organisaient de manière improvisée pour freiner l'avancée militaire et maintenir la légalité républicaine. Cette fragmentation initiale détermina la structure du conflit. La République conserva la plupart des grands centres urbains et industriels, tandis que les rebelles s'emparèrent de vastes zones rurales de l'intérieur et du nord, ainsi que de corridors stratégiques pour de futures opérations militaires. La carte résultante n'était pas statique, mais dynamique et changeante. Au nord, les nationalistes assurèrent le contrôle de la Navarre, de la Castille et Léon et de la Galice, créant une bande continue qui leur permettait de coordonner des opérations à travers des territoires conservateurs, avec des noyaux traditionalistes bien armés, comme les requêtés carlistes. En revanche, la République conserva le contrôle de Madrid, Barcelone, Bilbao, Valence et de la majeure partie de la côte méditerranéenne, ce qui lui garantissait un accès à la mer, des industries vitales et une base urbaine mobilisée. L'Andalousie fut coupée en deux. Séville, Cadix et Cordoue tombèrent du côté nationaliste, tandis que Malaga et Jaén restèrent aux mains de la République. L'Aragon fut divisé de manière irrégulière et l'Estrémadure devint un corridor disputé, clé pour relier ou isoler des régions entières. Dans de nombreux villages et villes, la réaction ne dépendit pas seulement de la présence militaire, mais aussi de l'équilibre politique local. Dans les lieux où les syndicats et partis de gauche étaient fortement implantés, la population se mobilisa rapidement, élevant des barricades, attaquant les casernes insurgées et s'armant de tout ce qui était disponible, armes réquisitionnées, outils agricoles et même dynamite provenant de mines proches. Dans des villes comme Madrid et Barcelone, la pression populaire fut décisive. Les masses ouvrières empêchèrent les forces rebelles de prendre des positions clés, paralysant leur offensive initiale. En revanche,
À Burgos, Salamanque ou Valladolid, la sympathie majoritaire envers la droite permit aux insurgés de consolider le contrôle sans résistance populaire notable. La République, surprise par l'ampleur du soulèvement, dut réorganiser ses forces de manière urgente. Le gouvernement, conscient qu'une grande partie de l'armée s'était jointe au coup d'État ou était divisée en interne, autorisa la distribution d'armes aux organisations ouvrières. C'est ainsi que surgirent les premières milices, des colonnes improvisées d'anarchistes, socialistes, communistes et républicains marchant vers les fronts les plus vulnérables. Leur enthousiasme compensait partiellement le manque de discipline militaire, mais cette spontanéité généra également des problèmes de coordination, de logistique et de commandement qui se manifesteraient clairement dans les semaines suivantes. Pendant ce temps, les insurgés consolidaient un commandement unifié. Depuis Burgos, qui devint rapidement la capitale de facto du camp nationaliste, le général Mola dirigeait les opérations dans le nord. À Séville, Queipo de Llano utilisait une combinaison de propagande radiophonique, de terreur et d'opérations militaires pour étendre son contrôle sur l'Andalousie occidentale. Franco, après avoir traversé le détroit grâce au pont aérien facilité par l'Allemagne et l'Italie, se prépara à unir le protectorat à la péninsule, ce qui ferait de l'armée d'Afrique une force décisive pour les avancées nationalistes suivantes. Le choc entre ces deux dynamiques, les milices improvisées d'un côté et les troupes professionnelles de l'autre, configura les premiers fronts de la guerre. L'objectif immédiat des rebelles était d'avancer vers Madrid, convaincus que la chute de la capitale ferait s'effondrer la République. Pour cela, ils devaient traverser des régions encore disputées, l'Estrémadure, la Castille-La Manche et une partie de l'Andalousie. La République, quant à elle, cherchait à réorganiser ses défenses et à reprendre le contrôle des zones où le soulèvement avait triomphé. Il en résulta une série d'avancées et de reculs qui, en quelques semaines, transformèrent le pays en un vaste champ de bataille changeant. En Estrémadure, les colonnes républicaines venant de Madrid et de Valence tentèrent de freiner l'avancée des troupes africanistes. Les milices, cependant, manquaient d'armement lourd et de discipline militaire, ce qui les rendait vulnérables face aux réguliers et légionnaires, entraînés pour des combats rapides et décisifs. Villafranca de Los Barros, Mérida et Badajoz devinrent des scènes d'affrontements révélant la brutalité du conflit. La prise de Badajoz en août 1936, commandée par Yagüe, laissa l'un des massacres les plus marquants de la guerre et assura aux insurgés une connexion stratégique entre le nord et le sud de leur territoire. Au nord, le Pays basque et les Asturies restèrent fidèles à la République, mais isolés de la zone centrale. Pour maintenir le contrôle, ils organisèrent des juntes de défense et mobilisèrent à la fois des milices ouvrières et des bataillons disciplinés, conscients de leur situation précaire. L'industrie basque, en particulier ses usines d'armement, devint un élément crucial pour soutenir l'effort de guerre républicain. Dans les Asturies, les mineurs, ayant une expérience dans l'usage d'explosifs depuis l'insurrection de 1934, jouèrent un rôle clé dans la défense des accès à la région. En Catalogne, la victoire populaire sur les militaires insurgés ouvrit un espace pour une révolution sociale qui transforma la vie urbaine et rurale. Usines, transports et terres furent collectivisés par les anarchistes et les socialistes, générant un climat d'euphorie révolutionnaire coexistant avec l'urgence militaire. Les colonnes de miliciens catalans marchèrent vers l'Aragon dans l'intention de reprendre Saragosse, l'un des bastions les plus solides des insurgés. Cependant, le manque de coordination entre les différentes factions politiques et militaires compliqua ces opérations, qui avancèrent lentement et avec de grandes difficultés logistiques. Le gouvernement républicain connut un processus de transformation accéléré. La démission de Casares Quiroga le 19 juillet, suivie de celle de Martínez Barrio, dont la tentative de négocier avec les insurgés échoua en quelques heures, culmina avec l'arrivée au pouvoir de José Giral, qui prit la décision critique d'armer le peuple. Sans cette mesure, la République aurait probablement été vaincue en quelques jours. Mais la prolifération de milices autonomes désorganisa temporairement le commandement militaire, créant une mosaïque de forces aux loyautés diverses et à la coordination limitée. De leur côté, les insurgés avançaient vers une structure de commandement unique. La mort de San Giorgio. Le 20 juillet, lorsque l'avion qui devait le transporter depuis le Portugal s'écrasa peu après le décollage, laissa un vide de leadership politique. Mola continua à diriger l'opération militaire,
Mais la projection croissante de Franco, ajoutée à son contrôle de l'armée d'Afrique et à sa victoire initiale à Séville, le plaçait comme une figure de plus en plus influente. Ce processus culminerait quelques mois plus tard lorsque les nationalistes le proclameraient chef de l'État et généralissime, consolidant un commandement unique qui aurait des conséquences déterminantes pour la guerre. À Madrid, la situation était chaotique. Des milliers de volontaires se présentaient dans les casernes pour demander des armes. Les syndicats formaient des comités pour contrôler les quartiers, les gares et les usines, et le gouvernement tentait de maintenir une structure étatique fonctionnelle tout en réorganisant une armée pratiquement démantelée. Les premières semaines furent marquées par des rumeurs constantes d'attaques imminentes, des rafles contre des supposés conspirateurs, des disparitions et des exécutions extrajudiciaires menées par des groupes incontrôlés, particulièrement durant les jours les plus agités de l'été. Les nationalistes, conscients de l'importance symbolique et stratégique de la capitale, concentrèrent leurs efforts sur l'avancée depuis le sud. L'armée d'Afrique, après avoir pris Badajoz, poursuivit sa route vers Madrid, occupant villes et villages rapidement et appliquant une politique de répression immédiate dans chaque localité. Cette avancée provoqua la terreur parmi la population républicaine et entraîna un flux massif de réfugiés vers les grandes villes. Les routes se remplirent de familles fuyant avec le strict nécessaire, tandis que les milices tentaient d'improviser des défenses dans des villages aux ressources limitées. Dans la zone républicaine, l'enthousiasme initial n'empêcha pas les premiers signes de fragmentation interne. Anarchistes, communistes, socialistes et républicains avaient des visions différentes sur la manière d'organiser la défense, de distribuer les armes et de structurer l'arrière. Ce manque d'unité se révélerait évident lors d'épisodes ultérieurs, mais dès ces premières semaines, il commençait déjà à compliquer la coordination militaire. Malgré tout, la mobilisation ouvrière empêcha les nationalistes de prendre Madrid par un coup rapide, forçant une guerre prolongée. Le pays se retrouva ainsi divisé en deux zones avec des systèmes politiques, économiques et militaires qui commençaient à diverger profondément. Dans la zone nationaliste, des juntes militaires et un commandement centralisé furent instaurés, combinant traditions conservatrices, catholicisme et discipline stricte. Dans la zone républicaine, émergea un mélange complexe de pouvoirs étatiques affaiblis, de milices populaires et d'expériences révolutionnaires, notamment en Catalogne et en Aragon. Cette divergence marquerait l'évolution de la guerre et créerait des tensions internes aux conséquences décisives. L'intervention internationale. La guerre civile espagnole, dès ses premières semaines, cessa d'être un conflit purement interne pour devenir un scénario où les puissances européennes projetèrent leurs idéologies, intérêts stratégiques et craintes quant à l'avenir politique du continent. Ce qui, en juillet 1936, avait commencé comme un soulèvement militaire contre un gouvernement légitime, se transforma immédiatement en un laboratoire de guerre où dictatures et démocraties examinèrent leurs forces, testèrent des armes et mesurèrent la résistance d'adversaires potentiels. La polarisation idéologique européenne fit de l'Espagne un terrain d'essai anticipé des tensions qui conduiraient à la Seconde Guerre mondiale. L'intervention de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste fut décisive dès le premier moment. Adolf Hitler, informé de la rébellion par des émissaires nationalistes et des contacts diplomatiques, vit dans le conflit espagnol une opportunité stratégique exceptionnelle. L'Espagne pourrait devenir un allié géographique clé, contrôlant l'accès occidental à la Méditerranée et fournissant une base pour influencer la France. De plus, le Führer considérait l'Espagne comme un scénario idéal pour tester de nouvelles tactiques de guerre aérienne et perfectionner des armements qu'il utiliserait ensuite en Europe. En quelques jours, l'Allemagne organisa l'envoi du premier contingent d'avions de transport Junkers Ju-52 pour faciliter le pont aérien entre le Maroc et la péninsule, permettant le transfert de l'armée d'Afrique, colonne vertébrale de Franco. Peu après, arrivèrent les premiers appareils de combat de la future Légion Condor, une force expéditionnaire composée de pilotes, techniciens et unités anti-aériennes allemandes. Bien que leur présence fût réduite au début, leur impact serait immense. La Légion Condor non seulement apporta la supériorité aérienne aux nationalistes, mais introduisit des tactiques qui changeraient la guerre moderne. Bombardements en piqué, attaques ciblées contre les infrastructures civiles et essais de formation d'escadrons mixtes.
Pour Hitler, l'Espagne devint une école militaire où la Luftwaffe expérimentait sans les restrictions diplomatiques qu'imposerait un conflit direct contre une grande puissance européenne. L'Italie de Benito Mussolini, pour sa part, intervint avec la même détermination, mais avec ses propres objectifs. Le Duce voyait dans le conflit espagnol une occasion d'étendre son influence en Méditerranée occidentale et de démontrer la suprématie italienne dans le cadre du fascisme européen. En quelques semaines, l'Italie envoya des avions, de l'artillerie légère, des véhicules blindés et des milliers de soldats. Le Corpo Truppe Volontari, officiellement formé de volontaires mais composé en grande partie de militaires réguliers, participa à de grandes opérations dès 1937 et atteignit plus de 70 000 effectifs tout au long du conflit. Sa présence fut visible sur des fronts clés comme Guadalajara et Malaga, bien que ses performances militaires ne correspondirent pas toujours à l'ambition fasciste. L'intervention germano-italienne ne se limita pas au domaine militaire. Les deux régimes envoyèrent des conseillers pour réorganiser la structure du commandement nationaliste, instaurer des pratiques répressives et coordonner la propagande. Le soutien étranger permit à Franco de consolider une image de leadership solide, favorisant sa nomination ultérieure comme généralissime et chef de l'État. L'approvisionnement constant en armes, carburant, munitions et techniciens spécialisés assura aux nationalistes un avantage cumulatif qui serait décisif à mesure que la guerre se prolongeait. Pendant ce temps, la République chercha désespérément de l'aide, consciente qu'elle ne pouvait affronter seule deux puissances fascistes qui fournissaient une assistance illimitée aux insurgés. Cependant, elle se trouva face à un panorama diplomatique défavorable. La France, sous le gouvernement du Front populaire dirigé par Léon Blum, sympathisait idéologiquement avec la cause républicaine et envisagea d'abord d'envoyer des armes. Mais les pressions internes et la crainte de déclencher un conflit européen plus large poussèrent Paris à reculer. Le Royaume-Uni, guidé par une politique de non-intervention, destinée à éviter un effet domino en Europe, s'opposa fermement à toute aide à la République et pressa la France de ne pas intervenir. Cette posture, présentée comme de la neutralité, favorisait de facto le camp nationaliste. En août 1936, le comité de non-intervention fut créé à l'initiative britannique, avec pour objectif supposé d'empêcher les puissances étrangères d'envoyer des armes aux deux camps. Plus de 20 pays signèrent l'accord. Mais tandis que l'Allemagne et l'Italie ignoraient ouvertement l'interdiction et continuaient à envoyer des armes, le comité devenait un obstacle pour la République. Chaque tentative d'acquérir des avions, chars ou fusils était bloquée, retardée ou confisquée dans des ports étrangers. L'inégalité internationale était évidente. Les nationalistes recevaient un soutien direct, constant et bien organisé, tandis que la République devait recourir à des canaux clandestins, des achats fragmentés et des opérations diplomatiques complexes. Face à ce blocage, l'Union soviétique devint le principal allié du gouvernement républicain. Staline, bien qu'initialement réticent, décida d'intervenir lorsqu'il comprit que la victoire de Franco renforcerait Hitler et Mussolini. En outre, il voyait dans l'Espagne un terrain idéal pour étendre l'influence soviétique et tester un armement moderne. En octobre 1936 arrivèrent les premiers cargaisons de chars T-26, d'avions Polikarpov et de conseillers militaires soviétiques. Ces spécialistes jouèrent un rôle central dans la réorganisation de l'armée républicaine, transformant des milices dispersées en unités plus disciplinées et coordonnées. Bien que l'aide soviétique n'ait jamais égalé celle des nazis fascistes, elle permit à la République de résister pendant des années, surtout dans les moments les plus critiques. L'intervention soviétique fut accompagnée de l'arrivée des brigades internationales, un phénomène unique dans l'histoire contemporaine. Depuis Paris, le Comintern impulsa la création d'unités de volontaires provenant de dizaines de pays, France, Allemagne, Italie, États-Unis, Royaume-Uni, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, ainsi que d'Amérique latine. Des milliers d'hommes et de femmes, motivés par l'antifascisme, l'idéalisme révolutionnaire ou le désir de freiner l'avancée d'Hitler en Europe, voyagèrent clandestinement à travers les Pyrénées pour rejoindre le combat. Les premières brigades, formées à l'automne 1936, jouèrent un rôle fondamental dans la défense de Madrid et devinrent un symbole international de résistance. Cependant, l'aide soviétique ne fut pas exempte de tensions internes.
Le Parti communiste d'Espagne, renforcé par sa relation avec Moscou, adopta une stratégie de centralisation militaire et de discipline stricte qui entra en conflit avec les anarchistes et socialistes de tendance plus décentralisée. L'URSS utilisa également son influence pour modeler la politique interne républicaine selon ses convenances, ce qui provoqua des tensions qui éclateraient davantage lors des événements de mai 1937 à Barcelone. Cette dimension politique de l'aide étrangère eut des effets profonds sur l'évolution de la guerre. Parallèlement, d'autres pays maintinrent des positions ambiguës. Le Portugal, sous la dictature de Salazar, collabora secrètement avec les nationalistes, permettant le transit d'armes et de volontaires, en plus d'envoyer quelques milliers de viriatos, combattants officiellement volontaires mais bénéficiant en réalité du soutien de l'État portugais. Le Mexique, en revanche, devint l'un des rares pays à soutenir ouvertement la République, envoyant armes, fournitures et accueillant des milliers d'exilés. Son aide, bien que limitée comparée à celle de l'URSS, eut une importance symbolique et contribua à soutenir moralement un gouvernement de plus en plus isolé. La guerre devint ainsi un conflit internationalisé où s'affrontaient directement ou indirectement les puissances qui définissaient le XXe siècle. Les nationalistes recevaient un soutien constant, coordonné et massif de l'Allemagne et de l'Italie. La République dépendait de l'URSS et des brigades internationales, tandis que les démocraties occidentales maintenaient une neutralité qui, en pratique, déséquilibrait encore davantage le conflit. Cette inégalité en ressources, en conseils et en logistique se reflèterait clairement dans les grandes opérations militaires qui commenceraient à se développer autour de Madrid et qui définiraient le rythme de la guerre. À mesure que le conflit avançait, la présence étrangère cessa d'être un élément externe pour devenir une partie intégrante de la stratégie des deux camps. Les cieux d'Espagne se remplirent d'appareils allemands, italiens et soviétiques. Les fronts furent peuplés de chars et d'artillerie dont les modèles annonçaient ceux de la future guerre mondiale. Les villes connurent des bombardements massifs destinés à briser le moral civil. La guerre civile espagnole devint ainsi le prélude direct à l'affrontement mondial qui éclaterait en 1939. La bataille pour Madrid. Lorsque les colonnes de l'armée d'Afrique avancèrent vers la capitale à la mi-octobre 1936, Madrid devint le symbole absolu de la résistance républicaine et l'objectif stratégique le plus ambitieux des insurgés. La ville, avec plus d'1 million d'habitants, était le centre politique, administratif et émotionnel de la République. Sa chute aurait provoqué un effondrement immédiat du gouvernement et probablement un triomphe rapide du soulèvement. Mais ce que Franco pensait être une opération décisive et brève se transforma en l'une des batailles urbaines les plus persistantes, sanglantes et significatives du XXe siècle. L'avancée nationaliste vers Madrid commença après la chute de Tolède, où la libération de l'Alcazar donna à Franco un triomphe propagandiste d'un énorme impact. À partir de ce moment, le caudillo concentra ses efforts sur la prise de la capitale. La route s'ouvrit par le sud-ouest et les troupes de la Légion et des réguliers avancèrent avec une discipline qui contrastait avec la résistance improvisée des milices républicaines. Dans des villages comme Navalcarnero, Móstoles et Talavera, les légionnaires appliquèrent une politique de terreur destinée à semer la peur et à briser toute résistance avant le siège de Madrid. Dans la capitale, la situation était chaotique, mais le moral populaire n'avait pas flanché. Le gouvernement, conscient de sa vulnérabilité, décida de se transférer à Valence le 6 novembre, un mouvement controversé qui laissa la junte de défense de Madrid comme autorité principale dans la ville. Dirigée par le général José Miaja, la junte coordonna la défense avec le tout nouveau 5e régiment, une unité modèle organisée par les communistes qui imposait une discipline militaire dans un environnement où les milices fonctionnaient encore avec des structures informelles. Le mot d'ordre « Ils ne passeront pas », prononcé par Dolores Ibarruri, la Pasionaria, devint un cri unificateur et un symbole de la volonté de résistance. L'arrivée des brigades internationales marqua un tournant dans la défense. À la mi-novembre, les 12e et 11e brigades, composées de volontaires français, allemands, polonais, italiens et balkaniques, entrèrent dans Madrid en défilant sur la Gran Via sous les applaudissements, drapeaux, larmes et acclamations. Pour de nombreux habitants, voir des milliers d'étrangers prêts à se battre et mourir pour la cause républicaine fut un immense élan moral.
Bien que leur expérience militaire fût variable, leur discipline et leur cohésion donnèrent un air de professionnalisation dont la ville avait désespérément besoin. Le premier grand assaut nationaliste se concentra sur la Casa de Campo et le fleuve Manzanares, cherchant à se frayer un chemin vers le cœur de la ville. Pendant plusieurs jours, légionnaires et réguliers lancèrent des attaques intenses contre les lignes républicaines. Les combats sur le pont des Français devinrent l'un des épisodes les plus emblématiques du début du siège. Attaques frontales sous des tirs croisés, positions changeant de main plusieurs fois par jour et bombardements continus réduisant bâtiments et parcs en amas de ruines. Les brigades internationales, aux côtés des unités du 5e régiment, réussirent à freiner les assaillants au prix de nombreuses pertes. Incapable de briser le front par l'ouest, Franco décida de changer la direction de l'attaque vers la cité universitaire, une zone alors en expansion urbaine avec de nombreux bâtiments en construction transformés en positions défensives. À partir de la fin novembre, la bataille prit un caractère profondément urbain. Les facultés, les hôpitaux, les collèges universitaires et les couloirs de l'université se transformèrent en tranchées improvisées. Les combattants luttaient salle par salle, escalier par escalier, utilisant des pupitres comme barricades et des passages souterrains comme routes de communication. La Casa de Velázquez, l'hôpital clinique et la faculté de médecine furent des scénarios de combat particulièrement durs, où les avancées se comptaient en quelques mètres. Les nationalistes espéraient que la supériorité matérielle et tactique de l'armée d'Afrique serait décisive en milieu urbain, mais la réalité fut différente. Les rues étroites, les bâtiments en ruine et la détermination républicaine annulèrent l'avantage initial. Les colonnes africaines se retrouvaient exposées au feu des tireurs embusqués, à des contre-attaques surprises et à des embuscades dans lesquelles les milices, connaissant le terrain, exploitaient chaque recoin. La guerre d'usure favorisait la République, qui recevait de nouveaux renforts et était mieux positionnée pour résister à l'intérieur de la ville que pour lancer des offensives extérieures. La propagande joua un rôle central ces jours-là. Queipo de Llano lançait quotidiennement depuis Séville des discours radiophoniques promettant la chute imminente de Madrid et diffusant des menaces contre la population. En réponse, la radio républicaine exaltait la résistance et célébrait chaque contre-attaque, même modeste. Cette guerre psychologique cherchait à briser le moral de l'adversaire, mais à Madrid, elle produisit l'effet inverse. La ville résista avec un sens presque rituel du défi, converti en symbole de l'antifascisme international. Juillet 1936 avait démontré que la République était capable de mobiliser les masses pour arrêter un coup d'État. Novembre de la même année révéla qu'elle pouvait aussi résister à une offensive militaire organisée. La junte de défense de Madrid améliora la coordination et commença à intégrer progressivement les milices dans une armée populaire, tandis que les communistes poussaient à instaurer une discipline militaire stricte sur tous les fronts. Cette réorganisation, encore incomplète, permit de stabiliser les défenses. Face à l'échec de l'assaut direct, Franco décida d'encercler la ville progressivement. Entre décembre 1936 et janvier 1937, les nationalistes lancèrent des offensives vers la route de la Corogne et vers le Jarama, afin de couper les communications entre Madrid et le reste du territoire républicain. L'attaque sur la route de la Corogne fut stoppée après de très durs combats à El Pardo et Majadahonda, où les lignes républicaines résistèrent malgré de lourdes pertes. La bataille du Jarama, qui éclata en février 1937, fut encore plus sanglante. Pendant des semaines, les nationalistes tentèrent de couper la route de Valence, principale voie d'approvisionnement républicaine. L'intervention des brigades internationales, notamment la 15e brigade, permit de freiner l'avancée, mais au prix d'un très lourd tribut humain. En même temps, une autre opération nationaliste, soutenue cette fois par le Corpo Truppe Volontari italien, échoua à Guadalajara en mars 1937. La défaite italienne eut non seulement des répercussions militaires, mais aussi propagandistes. Elle montra que les forces fascistes n'étaient pas invincibles et renforça le moral républicain. Cependant, ces victoires défensives ne modifièrent pas la réalité stratégique. Madrid restait assiégée, isolée du nord républicain et soumise à des bombardements constants. La vie quotidienne des Madrilènes durant l'hiver 1936 à 1937 fut un exercice de survie. Les abris antiaériens s'improvisaient dans des sous-sols, stations de métro et tunnels ferroviaires. La nourriture manquait et des rations strictes furent établies.
Tandis que les combats continuaient dans la cité universitaire, les habitants poursuivaient leur routine autant que possible. Les enfants assistaient à des écoles improvisées, les malades étaient transportés sous le feu de l'artillerie et des familles entières se déplaçaient dans la ville parmi les ruines, la fumée et les alertes constantes. La résistance madrilène, soutenue par le sacrifice de milliers de civils, devint l'un des éléments les plus admirés de l'effort républicain. Franco, incapable de briser la défense mais décidé à maintenir la pression, opta pour un long siège. Sa stratégie consistait à isoler progressivement la ville et à user ses défenseurs, convaincus que la supériorité matérielle nationaliste finirait par s'imposer. La République, pour sa part, transforma la défense de Madrid en symbole politique et moral, consciente que sa chute aurait des effets dévastateurs tant sur la guerre que sur la perception internationale du conflit. Les grandes campagnes militaires. Après la résistance de Madrid en novembre 1936, la guerre entra dans une phase de campagne militaire de grande envergure qui définirait l'évolution du conflit. Les deux camps comprirent que la capitale, bien que symboliquement centrale, ne tomberait pas par un assaut frontal rapide. C'est pourquoi l'objectif devint la destruction progressive de la capacité militaire de l'adversaire sur des fronts ouverts où la mobilité, l'armement lourd et la logistique seraient des facteurs déterminants. Entre 1937 et 1938, certaines des batailles les plus sanglantes et étendues de la guerre se déroulèrent. Jarama, Guadalajara, Brunete, Teruel et la décisive bataille de l'Èbre. Elles mirent en évidence la professionnalisation croissante de l'armée populaire républicaine, mais aussi l'accumulation de ressources, la discipline et la supériorité aérienne du camp insurgé. La bataille du Jarama, en février 1937, fut la première grande offensive des nationalistes pour couper la route Madrid-Valence, principale voie d'approvisionnement vers la capitale. Après l'échec à la Casa de Campo et à la cité universitaire, Franco chercha à encercler Madrid par le sud-est. Les troupes nationalistes avancèrent rapidement au début, occupant des positions élevées et menaçant directement la communication entre Madrid et le reste de la zone républicaine. Cependant, la résistance fut féroce. Les brigades internationales, en particulier la 15e brigade, avec le bataillon Lincoln américain et des volontaires britanniques, irlandais et balkaniques, jouèrent un rôle clé pour freiner l'offensive. La vallée du Jarama devint un paysage de collines disputées, d'oliveraies brûlées et de rivières marquées par les explosions. Les combats au corps à corps, les charges successives et les contre-attaques nocturnes laissèrent des milliers de morts. Malgré la conquête d'une partie du terrain, les nationalistes ne parvinrent pas à couper la route et le front se stabilisa. À peine un mois plus tard commença la bataille de Guadalajara, une opération dans laquelle le protagonisme revint principalement au Corpo Truppe Volontari italien. Mussolini voulait une victoire retentissante et symbolique, convaincu que ses troupes, supérieures en nombre et en équipement motorisé, vaincraient rapidement les forces républicaines. L'avancée commença sous un climat froid et humide qui devint vite un facteur décisif. Les Italiens progressèrent d'abord, prenant des villages et des routes secondaires, mais la pluie, la boue et le brouillard affectèrent gravement leurs mouvements. Lorsque l'armée populaire contre-attaqua, soutenue par des chars soviétiques T-26 et des unités bien coordonnées, les Italiens furent obligés de reculer. Les colonnes mécanisées restèrent piégées sur des routes boueuses, devenant des cibles faciles pour l'artillerie républicaine. La défaite de Guadalajara fut un coup stratégique et propagandistique pour les nationalistes. Pour la première fois, une offensive fasciste était clairement vaincue en terrain ouvert. Elle renforça également la confiance de l'armée populaire dans sa capacité à résister et à se réorganiser. La grande opération républicaine suivante eut lieu à Brunete, en juillet 1937. Après des mois de défensive, la République décida de prendre l'initiative avec une offensive destinée à alléger la pression sur Madrid, obligeant les nationalistes à retirer des troupes du nord. L'opération commença par une avancée rapide. Les forces républicaines prirent Brunete et plusieurs localités voisines, surprenant les positions insurgées. Des chars, des canons anti-chars et l'aviation républicaine furent déployés en coordination avec des unités de l'armée populaire plus disciplinées que dans les phases précédentes. Cependant, la contre-attaque nationaliste fut dévastatrice.
La Légion Condor, mieux équipée et dotée de la supériorité aérienne, bombarda systématiquement les positions républicaines, tandis que l'infanterie et l'artillerie reprenèrent le terrain. La chaleur extrême de l'été, avec des vagues dépassant les 40 degrés, provoqua déshydratation massive, problèmes logistiques et épuisement. Bien que la République ait démontré sa capacité offensive, Brunette se solda par une usure terrible qui affaiblit certaines de ses unités les plus précieuses, sans obtenir de changement stratégique durable. À la fin de 1937, se produisit l'une des campagnes les plus dures et symboliques de la guerre, la bataille de Teruel. La ville, située dans une zone stratégique entre l'Aragon et la Meseta, se trouvait aux mains des nationalistes et représentait un point de liaison potentiel pour attaquer Valence. Le gouvernement républicain, sous pression après la chute du Nord, Bilbao en juin et Santander en août, avait besoin d'une victoire significative. Teruel semblait l'objectif adéquat, isolé, avec une garnison limitée et dans une région difficile d'accès pour les renforts. L'attaque commença en décembre 1937, en plein hiver. Les troupes républicaines avancèrent au milieu des tempêtes de neige, de la glace et de températures atteignant moins 20 degrés. Après de durs combats, elles parvinrent à pénétrer dans la ville et à encercler la garnison insurgée. Le général Ray d'Harcourt résista dans plusieurs bâtiments fortifiés, mais se rendit finalement le 8 janvier 1938, la première capitale de province conquise par la République durant toute la guerre. Cependant, la joie fut de courte durée. Franco lança une contre-offensive massive quelques jours plus tard. Les troupes nationalistes arrivèrent avec des renforts, de l'artillerie lourde et un soutien aérien continu. La présence de la Légion Condor fut décisive. Des bombardements constants transformèrent Teruel en un champ de ruines, rendant impossible une défense ordonnée. Les troupes républicaines, épuisées, frigorifiées et avec peu de ravitaillement, se retirèrent lentement jusqu'à ce que la ville revienne sous contrôle nationaliste à la mi-février. La chute de Teruel eut des effets dramatiques. Les forces républicaines avaient subi d'énormes pertes en hommes, armement et morale, et leur capacité de contre-offensive fut sérieusement compromise. Profitant de cet avantage, Franco lança l'offensive d'Aragon en mars 1938. Cette opération coupa en deux le territoire républicain. Les nationalistes avancèrent depuis Saragosse vers la Méditerranée, prenant Lérida, Fraga et atteignant finalement Vinaroz. La République se retrouva divisée en deux zones isolées, la zone centrale et la zone catalane, un coup stratégique de première importance. Dans ce contexte critique, le gouvernement républicain chercha à lancer une dernière grande offensive susceptible de changer le cours de la guerre. Cette opération serait la bataille de l'Èbre, commencée en juillet 1938. L'objectif était de forcer les nationalistes à déplacer des troupes vers l'Est, d'alléger la pression sur Valence et, si possible, de récupérer du terrain en Catalogne. Des milliers de soldats de l'armée populaire traversèrent l'Èbre lors d'une opération nocturne soigneusement planifiée. Pontons improvisés, barques silencieuses et ponts de campagne permirent aux unités républicaines d'entrer en territoire ennemi avant que l'aviation nationaliste ne puisse les détecter. Les premières heures furent un succès. Les troupes républicaines avancèrent et occupèrent plusieurs positions élevées, prenant les nationalistes par surprise. Cependant, la réaction de Franco fut immédiate et brutale. Déterminé à éviter tout progrès significatif, il ordonna de concentrer artillerie, aviation et divisions entières pour lancer une contre-attaque directe. La Légion Condor bombarda les ponts républicains, tandis que l'aviation italienne attaquait les positions nouvellement conquises. Les combats dans la Sierra de Pandols et la Sierra de Caval furent extrêmement intenses, tranchés dans des ravins, tireurs embusqués parmi les terrasses agricoles, colonnes entières de soldats exténués avançant sous le soleil brûlant de l'été catalan. La bataille de l'Èbre dura plus de 3 mois, devenant la plus longue et la plus sanglante de toute la guerre. Jour après jour, l'armée populaire résistait avec acharnement, mais ses ressources s'épuisaient. Sans supériorité aérienne ni un approvisionnement comparable à celui des nationalistes, les unités républicaines commencèrent à céder du terrain. Les ponts sur l'Èbre étaient reconstruits encore et encore, seulement pour être détruits à nouveau par les bombardements allemands et italiens. Lorsque le dernier soldat républicain retraversa la rive gauche du fleuve, fin novembre 1938, le résultat était irréversible. La République avait perdu sa dernière grande initiative militaire.
Guernica et les bombardements contre les civils. Au début de l'année 1937, la guerre civile était entrée dans une phase où l'aviation, jusqu'alors secondaire dans les conflits européens, commençait à acquérir un rôle sans précédent. L'Allemagne, comme l'Italie, utilisait le territoire espagnol comme un banc d'essai pour les tactiques aériennes qu'elles appliqueraient ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour la population civile, cela signifia l'apparition d'un type de violence nouveau, bombardements systématiques, attaques en piqué et destruction de villes entières depuis les airs. Parmi tous ces épisodes, le plus emblématique et dévastateur serait le bombardement de Guernica le 26 avril 1937, immédiatement transformé en symbole universel de la terreur moderne. La région basque était stratégique pour les nationalistes. Après l'abandon de Madrid comme objectif immédiat, Franco concentra ses efforts sur le front nord, Biscaye, Santander et Asturias. L'industrie basque était vitale pour l'effort de guerre républicain. De plus, son isolement géographique rendait difficile l'envoi de renforts. Dans ce contexte, Guernica, une petite ville d'une grande importance symbolique pour le peuple basque, se trouvait près de la ligne de front. Ce n'était pas un objectif militaire indispensable, mais sa destruction cherchait à briser le moral basque et à faciliter l'avancée vers Bilbao. La Légion Condor et l'aviation légionnaire italienne avaient intensifié leurs opérations dans le nord depuis mars. Les commandements allemands voyaient en Espagne une occasion de pratiquer de nouvelles tactiques, notamment la combinaison d'attaques en tapis et de bombardements par vagues successives. Guernica apparaissait comme un scénario idéal. Une petite ville, avec des bâtiments en bois, reliés par des ponts stratégiques et situés dans un couloir que les nationalistes souhaitèrent contrôler. La population civile ne pouvait imaginer l'ampleur de l'attaque à venir. Le lundi 26 avril, jour de marché, des centaines de personnes remplissaient les rues de Guernica, provenant des villages voisins. À 16h30, les premiers avions apparurent dans le ciel. Des bombardiers allemands, Heinkel He-111 et Dornier Do-17, escortés par des chasseurs Messerschmitt. Leur première action fut de couper les sorties en bombardant les accès et les routes. Immédiatement après arriva la seconde vague, avec des bombes incendiaires et explosives tombant à intervalles réguliers, conçues pour détruire les bâtiments et provoquer des incendies massifs. Pendant plus de 3 heures, la ville fut attaquée sans interruption. La combinaison de bombes explosives et de phosphore créa un enfer urbain. Les maisons en bois brûlèrent facilement. Les rues se remplirent de fumée, de mitrailles et de décombres. Des familles entières restèrent piégées sous les bâtiments effondrés. Les chasseurs allemands, volant à basse altitude, mitraillèrent les civils qui fuyaient vers la campagne, multipliant la panique. Lorsque l'attaque cessa enfin, Guernica n'était plus qu'une ruine fumante. Plus de 70% de ses bâtiments avaient été détruits. Les chiffres exacts des morts restent débattus, mais on estime qu'entre 150 et 300 personnes perdirent la vie dans une ville qui dépassait à peine les 6000 habitants. L'impact international fut immédiat. À Londres, Paris et New York, les journaux publièrent des images dévastatrices de la destruction. Le journaliste britannique George Steer, présent sur place peu après l'attaque, écrivit des chroniques révélant la vérité sur le bombardement. Guernica avait été attaqué délibérément pour terroriser la population civile. Son reportage, publié dans The Times et The New York Times, démentit la version nationaliste qui tenta de justifier la destruction en l'attribuant à un prétendu incendie provoqué par les républicains eux-mêmes. Cette stratégie de propagande échoua. Les preuves étaient trop accablantes. Guernica devint rapidement un symbole universel, consolidé peu après lorsque Pablo Picasso, bouleversé par les nouvelles, peignit son œuvre la plus célèbre. Bien que la toile ne fasse pas partie du conflit militaire en soi, sa charge symbolique amplifia la dénonciation internationale du bombardement. Pour des millions de personnes, le tableau représenta la souffrance des civils espagnols et transforma la ville basque en un emblème de l'antimilitarisme du XXe siècle. Mais Guernica ne fut pas un cas isolé. Dès les premiers mois de la guerre, les bombardements contre les civils étaient devenus une tactique récurrente. En novembre 1936, la Légion Condor bombarda Durango, causant des centaines de morts. À Madrid, les attaques aériennes s'intensifièrent pendant le siège. Entre novembre 1936 et mars 1937,
la capitale subit les premiers bombardements systématiques sur une ville européenne. Les avions allemands et italiens larguèrent des bombes sur les quartiers résidentiels tandis que les Madrilènes couraient vers les refuges du métro. Pour la première fois en Europe, une grande ville vivait sous un bombardement prolongé cherchant à briser le moral civil. À Barcelone, la situation fut encore plus dramatique. En mars 1938, les avions italiens exécutèrent une série de bombardements soutenus pendant plusieurs jours, attaquant des zones densément peuplées sans objectif militaire clair. Ces attaques, considérées comme parmi les premiers bombardements terroristes systématiques de l'histoire, détruisirent des îlots entiers de l'Exemple et firent plus d'1 millier de morts. La communauté internationale réagit avec indignation, mais aucune puissance européenne n'intervint pour arrêter les opérations aériennes. La politique de non-intervention continuait de bénéficier aux insurgés qui disposaient d'un soutien aérien incomparable. Les républicains, quant à eux, réalisèrent également des bombardements, bien que d'une ampleur bien moindre et avec des moyens très limités. L'aviation républicaine manquait de la capacité technique pour exécuter des attaques prolongées ou de grande envergure. Malgré cela, des bombardiers soviétiques Katyuska menèrent des opérations sur des villes contrôlées par les insurgés, comme Saragosse ou Séville. Mais la différence en intensité, fréquence et nombre de victimes était abyssale. Tandis que les nationalistes et leurs alliés attaquaient régulièrement des centres urbains, les bombardements républicains étaient ponctuels, tactiques et avec un impact comparativement réduit. La dimension psychologique de la terreur aérienne devint déterminante. Dans toutes les zones attaquées, les civils durent réorganiser leur vie quotidienne autour des sirènes, des refuges et des coupures nocturnes. Les refuges souterrains à Madrid et Barcelone devinrent des espaces où des familles entières passaient des nuits entières sous le vacarme de l'aviation. Les villes commencèrent à développer des systèmes rudimentaires de défense antiaérienne, batteries sur les toits, ballons captifs, rideaux de fumée. Mais rien de tout cela ne pouvait contrebalancer la supériorité technologique de la Légion Condor ou de l'aviation légionnaire. La guerre aérienne transforma également la perception internationale du conflit. En Europe et en Amérique, Guernica et les bombardements sur Barcelone furent compris comme un avertissement de ce qui allait venir. Pour les diplomates et militaires observateurs, l'Espagne devint un miroir inquiétant. Un avant-goût des villes détruites, des populations déplacées et des bombardements indiscriminés qui, quelques années plus tard, dévasteraient Londres, Varsovie, Rotterdam et Dresde. La guerre civile espagnole ne révéla pas seulement la souffrance humaine, mais anticipa la logique militaire de la guerre totale. La vie quotidienne pendant la guerre. Pendant que les grandes opérations militaires avançaient sur les fronts d'Espagne, la population civile vivait une réalité parallèle marquée par le manque de ravitaillement, la peur et l'adaptation constante à un environnement qui avait laissé derrière lui toute normalité. La guerre civile espagnole ne fut pas seulement un conflit entre armées, ce fut surtout un drame social qui transforma les habitudes, le travail, l'alimentation, la coexistence et la structure même de la vie quotidienne. Tant dans la zone républicaine que dans la zone nationaliste, les gens ordinaires devaient réorganiser chaque aspect de leur existence en fonction de la guerre, même si les dynamiques internes de chaque zone conduisirent à des expériences différentes. Dans la zone républicaine, en particulier dans les grandes villes comme Madrid, Barcelone et Valence, l'arrivée massive de réfugiés devint l'un des plus grands défis sociaux. Des personnes venant de villages ravagés par la guerre ou de zones menacées par les offensives nationalistes fuyaient avec ce qu'elles pouvaient porter. Couverture, couverts, photos de famille, vêtements. Les gares se remplissaient de familles épuisées cherchant un hébergement improvisé dans des écoles, des couvents transformés en refuges et des bâtiments publics réquisitionnés. La pression démographique augmentait la pénurie, accélérant le rationnement et obligeant le gouvernement à consacrer des ressources limitées à l'aide humanitaire. L'approvisionnement alimentaire devint l'un des problèmes les plus critiques. À Madrid, pendant le siège, les files devant les magasins étaient interminables. Les cartes de rationnement fixaient des quantités strictes de pain, d'huile, de riz ou de légumes secs, et malgré cela, elles ne suffisaient souvent pas. Les familles apprirent à étirer les ingrédients rares grâce à des substitutions improvisées. Soupe faite avec des eaux presque vides, café de chicorée, pain mélangé à des farines de basse qualité.
Parfois arrivaient des convois de Valence ou d'Almeria avec des vivres, mais les bombardements et la destruction des routes compliquaient la logistique. Les femmes, chargées pour la plupart d'obtenir la nourriture, parcouraient des quartiers entiers à la recherche d'un marché clandestin ou d'un vendeur offrant quelque chose au-delà de la ration officielle. À Barcelone, l'expérience fut similaire, bien que marquée par la révolution sociale impulsée par anarchistes et socialistes. Durant les premiers mois de 1936, de nombreux commerces furent collectivisés et des cantines populaires furent organisées où des centaines de personnes mangeaient chaque jour pour un coût minimum ou gratuitement. L'idée d'une économie révolutionnaire coexistait avec les difficultés pratiques de l'approvisionnement. La pénurie de viande, de lait et de sucre était chronique, et les bombardements italiens de 1938 aggravèrent encore la situation. Les coupures d'électricité constantes transformèrent la ville en un paysage d'ombre où les familles dînaient à la lumière des bougies et se préparaient à courir vers les refuges à la moindre sirène. La situation à la campagne se transforma également en profondeur. Dans les zones républicaines, surtout en Catalogne et en Aragon, des terres furent collectivisées, des cultures réorganisées et des coopératives agricoles créées pour tenter de garantir la production malgré la mobilisation de milliers de travailleurs au front. Dans certaines localités, la révolution sociale suscita enthousiasme et solidarité. Dans d'autres, elle provoqua des tensions entre paysans favorables à la collectivisation et défenseurs de la propriété privée. Tous partageaient cependant la difficulté de maintenir la production au milieu de la guerre et les réquisitions inévitables de l'armée pour nourrir les troupes. La vie dans la zone nationaliste n'était pas moins dure, bien qu'elle prît des caractéristiques différentes. Sous le contrôle de Franco, les nationalistes instaurèrent dès le début un régime de discipline stricte, de hiérarchie sociale traditionnelle et de morale catholique. Dans des villes comme Burgos, Salamanque ou Valladolid, la vie quotidienne semblait plus stable que dans la zone républicaine, mais cette stabilité était traversée par un climat permanent de répression. Toute suspicion de sympathie républicaine pouvait entraîner arrestation, procès expéditifs ou exécution. Des familles entières vivaient dans la crainte d'une dénonciation anonyme, tandis que les nouvelles municipalités franquistes épuraient fonctionnaires, enseignants et travailleurs jugés hostiles. En matière d'alimentation, la zone nationaliste connaissait aussi la pénurie, surtout dans les premiers mois. Cependant, en contrôlant de vastes territoires agricoles, les nationalistes disposaient de davantage de blé, de bétail et de produits de base. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste envoyaient des aliments en plus des armes, ce qui permettait de soutenir l'approvisionnement dans les régions clés. Malgré cela, le rationnement existait et dans des villes comme Séville ou Saragosse, de longues files se formaient également pour obtenir pain, huile ou pommes de terre. De nombreuses familles durent recourir au troc. Vêtements contre poules, meubles contre maïs, objets de valeur contre farine. La peur était un dénominateur commun. Les bombardements nationalistes sur Madrid et républicains sur Saragosse généraient une anxiété constante. Dans la zone nationaliste, les exécutions publiques et les disparitions forcées créaient un climat de silence obligatoire. Dans la zone républicaine, les promenades et les arrestations menées par des groupes incontrôlés, surtout au début de la guerre, semaient l'incertitude parmi les secteurs accusés de sympathiser avec les insurgés. Dans les deux camps, la population civile vivait dans un état de vigilance permanente. La répression à l'arrière prit plusieurs formes. Dans la zone nationaliste, des conseils de guerre furent organisés pour juger enseignants, journalistes, syndicalistes ou paysans accusés de rébellion, de marxisme ou d'athéisme. Dans la zone républicaine, les tchékas, centres de détention improvisés, étaient administrés par des milices ou des partis, et l'on y interrogeait et parfois exécutait des suspects de conspiration. Ces dynamiques n'avaient pas la même ampleur ni la même organisation, mais elles partageaient un élément central. La vie quotidienne était traversée par la politique, et tout geste pouvait être interprété comme un alignement avec l'un ou l'autre camp. L'éducation connut également une transformation radicale. Dans la zone républicaine, de nombreux enfants suivaient les cours dans des caves, des refuges ou des cours improvisés. Les enseignants tentaient de maintenir une certaine normalité, même si chaque journée pouvait être interrompue par des sirènes ou des évacuations. Des campagnes culturelles furent promues pour maintenir le moral, bibliothèques ambulantes, théâtres de guerre et lectures publiques.
Dans la zone nationaliste, au contraire, l'éducation fut placée sous strict contrôle religieux et militaire. Les matières étaient imprégnées de propagande franquiste et de morale catholique, et les contenus adaptés pour promouvoir obéissance, patriotisme et discipline. La santé publique fut gravement affectée. Hôpitaux saturés, pénurie de médicaments et propagation de maladies comme le typhus ou la tuberculose étaient courants dans les deux zones. Les femmes jouèrent un rôle fondamental comme infirmières, organisatrices de cantines et gardiennes de réfugiés. Les enfants, particulièrement vulnérables, souffraient de malnutrition, de maladies respiratoires et de traumatismes psychologiques dus aux bombardements constants. La Croix-Rouge, des organisations humanitaires et des médecins étrangers tentèrent d'atténuer la crise, mais leur impact fut limité par l'ampleur du conflit. Malgré tout, la vie continuait. À Madrid, des couples se mariaient dans des refuges anti-aériens. À Barcelone, des musiciens organisaient des concerts clandestins. Dans les zones rurales, les paysans continuaient à cultiver sous le risque des bombardements. La créativité et la résilience se manifestaient dans de petits gestes. Jeux d'enfants dans des cours remplis de sacs de sable, couvertures cousues avec des chutes recyclées, recettes improvisées sans ingrédients essentiels. La guerre imposait souffrance, mais renforçait aussi les liens communautaires. Dans la zone nationaliste, la répression et le contrôle idéologique s'intensifièrent à mesure que le conflit avançait. L'Église retrouva un rôle central dans la vie quotidienne. Processions, messes massives et confessions publiques devinrent partie du paysage urbain. Pendant ce temps, dans la zone républicaine, la diversité politique générait des tensions internes qui allaient bientôt exploser, surtout en Catalogne, où communistes, socialistes et anarchistes commencèrent à s'affronter entre eux. La lutte interne au sein du camp républicain. À mesure que la guerre avançait et que les difficultés militaires se multipliaient, la zone républicaine connut un phénomène qui s'avérerait aussi déterminant que les offensives nationalistes. La fracture interne entre ses propres forces politiques. Ce qui, au début du conflit, avait été une alliance large, commença à se fissurer sous le poids des différences idéologiques, des urgences militaires et de la lutte pour le contrôle politique. Les tensions, restées relativement contenues durant les premiers mois, éclatèrent violemment à Barcelone en mai 1937, devenant l'un des épisodes les plus dramatiques de l'arrière-garde républicaine. L'origine de ces tensions était profonde. En Catalogne et dans une partie de l'Aragon, la révolution sociale impulsée principalement par la CNT-FAI avait transformé la vie économique et politique. Usines collectivisées, terres travaillées en commun, patrouilles de contrôle anarchistes surveillant les rues et un climat dominé par l'idée que la guerre devait aller de pair avec la révolution. Les secteurs libertaires croyaient qu'il était impossible de vaincre Franco sans transformer radicalement la société. C'est pourquoi ils défendaient l'autonomie des milices et la collectivisation comme outil essentiel pour soutenir l'effort de guerre. En revanche, le Parti communiste d'Espagne et son homologue catalan, le PSUC, promouvaient une vision complètement différente. Pour eux, la priorité absolue était de gagner la guerre, et toute transformation sociale profonde devait être reportée. Admirateurs de la discipline soviétique et soutenus par l'URSS, les communistes faisaient pression pour la création d'une armée unifiée, hiérarchique et professionnelle. La révolution, affirmaient-ils, affaiblissait la capacité militaire et générait du désordre. Victoire d'abord, révolution ensuite. Les socialistes étaient divisés. Une partie, dirigée par Indalecio Prieto, coïncidait avec les communistes sur la nécessité d'une armée centralisée. Une autre, suivant Largo Caballero, sympathisait avec l'idée de coexister avec la révolution sociale, bien qu'avec des réserves. Pendant ce temps, les républicains de gauche tentaient de maintenir un équilibre institutionnel qui s'effritait à mesure que la guerre s'intensifiait. En Catalogne, la Generalitat, présidée par Luis Companys, tentait de coexister avec le pouvoir croissant des anarchistes qui contrôlaient une grande partie de l'économie et de la sécurité publique depuis l'été 1936. Le département de l'ordre public était pratiquement soumis aux patrouilles libertaires et l'autorité de l'État était, dans de nombreux cas, symbolique. Cette dualité de pouvoir générait des tensions constantes entre le gouvernement autonome et la CNT-FAI, tensions qui s'aggravèrent lorsque les communistes catalans commencèrent à gagner en influence grâce au soutien soviétique. À la fin de 1936 et au début de 1937,
le caractère révolutionnaire de la Catalogne commença à être remis en question par le gouvernement républicain central. Avec Negrín comme nouveau chef du gouvernement, la ligne communiste gagna en force. Il s'agissait de rétablir l'autorité de l'État, de contrôler l'économie et de soumettre les milices au commandement central. Les communistes obtinrent des postes clés dans les forces de sécurité, notamment dans les services de surveillance et d'investigation. Cette réorganisation rencontra la résistance des anarchistes, qui y voyaient une tentative de démanteler la révolution et de soumettre la Catalogne à un contrôle centraliste. Le point de friction le plus grave apparut autour de l'un des bâtiments stratégiques de Barcelone, la Telefónica. Ce bâtiment, situé sur la place de Catalogne, était contrôlé par des militants de la CNT depuis juillet 1936. Son importance était indiscutable. C'est de là que se géraient les communications internes du gouvernement catalan et que se supervisaient les appels du gouvernement central à Valence. Pour les anarchistes, en conserver le contrôle était un acte de souveraineté révolutionnaire. Pour le gouvernement et les communistes, c'était une menace directe à la coordination militaire et politique. Le 3 mai 1937, le conseiller de l'ordre public de la Generalitat, Eusebi Dencas, avec des forces des Mossos d'Esquadra et des membres du PSUC, tenta de prendre le bâtiment de la Telefónica. L'opération, mal préparée, dégénéra immédiatement en fusillade. Les travailleurs anarchistes s'y retranchèrent et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans toute la ville. En quelques heures, Barcelone fut divisée par des barricades. Anarchistes, militants du Parti ouvrier d'unification marxiste et groupes autonomes occupèrent rues, places et bâtiments. Le PSUC, les Mossos et les forces gouvernementales défendaient des zones stratégiques de l'Exemple et du centre. Pendant 5 jours, la ville vécut ce que beaucoup de témoins décrivirent comme une guerre dans la guerre. Les communications furent coupées, les usines collectivisées suspendirent leurs activités. Des groupes entiers de miliciens abandonnèrent le front d'Aragon pour retourner à Barcelone, convaincus que la révolution était en danger. Des locaux du PSUC furent attaqués. Des radios anarchistes appelaient à résister à l'autoritarisme stalinien. Des dirigeants du PUOM dénonçaient une tentative de Moscou d'imposer un modèle soviétique en Espagne. La tension idéologique se transforma en violence armée. Le gouvernement central, alarmé, envoya à Barcelone le ministre de la Marine et de l'Air, Indalecio Prieto, puis des forces de carabiniers et de gardes d'assaut pour rétablir l'ordre. Pendant ce temps, Companys tentait de médiatiser entre les partis, conscient qu'une fracture totale signifierait l'effondrement de la résistance catalane. Finalement, le 8 mai, un accord fragile fut conclu. Les anarchistes retirèrent certaines barricades et les forces de l'ordre récupérèrent partiellement le contrôle de la ville. Mais le mal était fait. Les conséquences politiques furent immédiates. Largo Caballero, qui avait tenté de maintenir un équilibre entre les différentes factions de la gauche, fut contraint de démissionner le 17 mai. Sa chute représenta le triomphe définitif de la ligne communiste au sein du gouvernement républicain. Juan Negrín prit ses fonctions avec un programme clair, centralisation du pouvoir, discipline militaire et coordination absolue avec l'Union soviétique. Pour les anarchistes, ce fut un coup dévastateur. Pour les trotskistes du PUOM, ce fut le début de la fin. 1 mois plus tard, en juin, le PUOM fut déclaré illégal et son leader, Andreu Nin, arrêté puis assassiné. La répression interne, silencieuse et menée en grande partie par des services de renseignement liés à l'URSS, élimina toute tentative d'opposition révolutionnaire au sein du camp républicain. L'épisode de mai 1937 laissa des blessures profondes. Beaucoup de miliciens anarchistes, qui avaient combattu dès le premier jour du soulèvement, se sentirent trahis par un gouvernement qu'ils considéraient soumis à l'influence soviétique. Les milices libertaires furent intégrées de force dans l'armée populaire, perdant leur autonomie. En Catalogne, la collectivisation recula dans plusieurs secteurs. Le front d'Aragon, affaibli par la démobilisation chaotique provoquée par les événements de Barcelone, devint vulnérable aux offensives nationalistes qui, quelques mois plus tard, dévasteraient la région. Le camp républicain entra ainsi dans une phase marquée par la discipline militaire, mais aussi par une fracture émotionnelle et politique difficile à surmonter. Pendant ce temps, Franco profitait de chaque affaiblissement interne de l'ennemi pour consolider son propre bloc. L'unité ferme du camp nationaliste contrastait de plus en plus avec la mosaïque fracturée de la République. L'offensive finale de Franco.
Après la défaite républicaine lors de la bataille de l'Èbre à la fin de 1938, la guerre entra dans sa phase définitive. L'armée populaire était restée épuisée, décimée et avec des ressources matérielles limitées. La Catalogne, devenue l'un des derniers bastions territoriaux solides de la République, était isolée par terre et par mer, vulnérable à toute offensive importante. Franco, conscient de cette faiblesse structurelle, décida de concentrer toute sa puissance militaire dans une opération massive destinée à détruire la résistance catalane et à porter un coup pratiquement irréversible à l'effort républicain. L'offensive finale commença en décembre 1938 et, en quelques semaines, transforma la structure du conflit. L'attaque initiale se déploya dans le Sègre et dans le bassin de l'Èbre, région qui avait été le scénario de combats intenses pendant des mois. Les forces nationalistes, renforcées par une artillerie lourde, des unités motorisées et l'aviation allemande et italienne, avancèrent en colonnes disciplinées qui brisèrent rapidement les lignes républicaines. L'armée populaire, épuisée par l'Èbre et sans capacité de réorganisation efficace, put à peine offrir une résistance solide. Au début de janvier 1939, les positions républicaines s'effondrèrent, obligeant à une retraite prématurée et désordonnée vers l'intérieur de la Catalogne. La chute de Lérida et de ses environs rendit évident que la résistance catalane était en train de s'écrouler. L'aviation nationaliste bombardait chaque nœud ferroviaire, route et pont susceptibles de ralentir l'avancée. Des villes entières restèrent sans électricité, sans communication et sans possibilité d'organiser une défense ample. La Légion Condor effectuait des attaques constantes sur des colonnes de réfugiés, des véhicules militaires et des populations tentant d'évacuer, répétant des tactiques déjà utilisées dans le Nord. Les colonnes républicaines, dépourvues de carburant et de munitions, se transformaient en groupes dispersés incapables d'affronter les divisions motorisées avançant depuis l'Aragon et la Castille. L'exode civil qui suivit fut l'un des plus dramatiques de toute la guerre. Des centaines de milliers de personnes fuirent vers la frontière française. Les routes de Catalogne s'effondrèrent sous le poids de ce mouvement humain, tandis que les bombes tombaient à quelques kilomètres de distance. Les témoignages évoquent des charrettes renversées, des valises abandonnées, des animaux morts sur les chemins, des véhicules incendiés et de longues files avançant sous la pluie hivernale sans savoir si elles arriveraient saines et sauves de l'autre côté. C'était un exode massif qui anticipait la chute imminente de la région. Le 15 janvier, les nationalistes entrèrent dans Tarragone après une brève résistance. La ville, épuisée et sans fourniture, tomba rapidement. L'avancée vers Barcelone s'accéléra. Le 22 janvier, Negrín et les principaux dirigeants républicains décidèrent d'abandonner la capitale catalane devant l'imminence de sa chute. La Generalitat se déplaça également vers la frontière. À Barcelone, un profond vide politique demeura, tandis que des milliers de citoyens continuaient à fuir vers le nord à la recherche de protection internationale. Le 26 janvier 1939, les troupes nationalistes entrèrent dans Barcelone sans rencontrer d'opposition significative. La ville, l'une des principales capitales industrielles et culturelles d'Espagne, avait résisté aux bombardements, aux famines et aux tensions internes pendant des années. Elle se retrouvait maintenant sous contrôle franquiste. L'entrée fut accueillie par un mélange de silence, de peur et de résignation, seulement interrompue par les célébrations des secteurs conservateurs qui attendaient ce moment depuis juillet 1936. Dans les rues, des drapeaux républicains étaient arrachés aux balcons, tandis que des insignes franquistes étaient tissés et qu'un nouvel ordre politique et militaire s'imposait. Après la chute de Barcelone, l'offensive continua vers Gérone et Figueres. La dernière réunion des cohortes républicaines se déroula dans le château de Figueres, dans des conditions presque clandestines, sous des bombardements constants. En quelques jours, les troupes nationalistes prirent les dernières positions républicaines en Catalogne, poussant des dizaines de milliers de réfugiés vers la frontière. Le 5 février 1939, les derniers combattants traversèrent les Pyrénées. La France, débordée et incapable de recevoir adéquatement tant de fugitifs, interna la majorité dans des camps improvisés comme Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien et Gurs. Là, sur des plages transformées en baraquements ouverts, des milliers d'exilés vécurent dans des conditions extrêmes, exposés au froid, à la faim et aux maladies.
La chute de la Catalogne laissa la République pratiquement sans soutien international. Les démocraties occidentales décidèrent de reconnaître officiellement le gouvernement de Franco à la fin de février 1939. Cette reconnaissance diplomatique marqua un point crucial. La République, déjà affaiblie militairement, se retrouvait également isolée sur le plan international. L'Union soviétique avait réduit significativement ses envois d'armes après l'échec de l'Èbre, tandis que le Mexique, son allié le plus ferme, n'avait pas la capacité de modifier le cours de la guerre. Le territoire républicain restant, constitué d'une partie du Levant, de la zone centrale et de Madrid, se trouvait dans une situation terminale. Le moral était profondément détérioré, les provisions manquaient et l'armée populaire avait perdu une grande partie de sa capacité opérationnelle. À Valence, Alicante et Murcie, le désordre politique augmentait. Des factions opposées discutaient de la possibilité de négocier la reddition, de poursuivre la guerre ou de forcer une évacuation massive des dirigeants et combattants. À Madrid, le Conseil national de défense, dirigé par le colonel Casado, critiquait le gouvernement Negrín et l'accusait de prolonger une guerre perdue. Au sein même du camp républicain, l'idée d'un coup interne pour négocier des conditions plus bénignes de reddition auprès de Franco fut envisagée. Casado, soutenu par des socialistes modérés, des anarchistes et une partie de l'armée, lança le coup de Casado le 5 mars 1939. Ce mouvement cherchait à déposer Negrín et à négocier une paix séparée. Les combats entre unités pro-communistes et forces de Casado s'étendirent pendant des jours dans Madrid, aggravant encore davantage la désorganisation républicaine. Negrín, réfugié sur la base aérienne de Monover, comprit que la République s'était effondrée de l'intérieur. L'espoir de résistance prolongée s'était évaporé. Franco, cependant, n'avait aucune intention de négocier. Son objectif était la reddition totale et inconditionnelle. Avec la Catalogne sous contrôle, son armée avança vers le Levant et la zone centrale sans rencontrer de résistance significative. Chaque ville tombée révélait l'inévitable défaite républicaine. Alicante, l'un des derniers ports disponibles, se retrouva rempli de milliers de réfugiés qui attendaient des bateaux qui n'arrivèrent jamais. Beaucoup furent arrêtés par les franquistes et envoyés dans des camps de concentration improvisés. Avec un ennemi divisé, épuisé et sans soutien international, Franco ordonna l'offensive finale vers Madrid, conscient que la chute de la capitale serait l'acte symbolique définitif de la guerre. Les troupes avancèrent de manière implacable, occupant routes, villages et positions stratégiques presque sans opposition. La ville, qui avait résisté héroïquement depuis 1936, affrontait sa fin militaire dans une atmosphère de silence, de faim et de désillusion politique. La fin de la guerre, 1939. La fin de la guerre civile espagnole arriva enveloppée dans un climat de décomposition politique, d'effondrement militaire et de désespoir social qui s'était étendu dans toute la zone républicaine depuis la chute de la Catalogne. Au début de 1939, la République était déjà un territoire isolé, fragmenté et incapable de résister à l'offensive finale de Franco. Les villes encore sous contrôle républicain vivaient plongées dans un mélange de résignation, de colère interne et de crainte face à ce qui s'annonçait. La population avait supporté 3 ans de bombardements, de famine, d'exécutions et de pénuries. Les espoirs de recevoir une aide internationale s'étaient complètement dissipés, et la fracture interne provoquée par le coup de Casado acheva de ruiner toute possibilité de résistance organisée. Après la défaite en Catalogne et la reconnaissance internationale du régime franquiste par la France et le Royaume-Uni, la République se retrouva sans soutien significatif. L'Union soviétique avait retiré la majorité de ses conseillers et freiné l'envoi d'armes, consciente que la défaite était inévitable et qu'un effort final ne changerait pas le cours de la guerre. Le gouvernement de Juan Negrín insistait pour résister afin de maintenir ouverte la possibilité qu'une guerre européenne, déjà pratiquement inévitable, puisse modifier la situation, mais cet espoir n'était pas partagé par la majorité de l'armée populaire ni par les forces politiques de la zone républicaine. Le moral était brisé et la discipline militaire réduite en fragments. Le coup du colonel Casado, lancé le 5 mars 1939, accéléra l'effondrement. Les combats à Madrid entre les forces casadistes, soutenues par des anarchistes et des socialistes modérés, et les militants communistes restés loyaux à Negrín, furent intenses et brefs. Alors que la ville s'affrontait en son sein,
Franco observait à distance comment son ennemi se détruisait lui-même. Pour les républicains, il n'existait plus de commandement unifié ni de projet commun. La logique de la guerre civile avait pénétré jusque dans leurs propres rangs. Dans ce contexte, des dizaines de milliers de civils cherchaient désespérément à quitter le pays. Après la fermeture de la frontière française en février et sa réouverture limitée seulement aux réfugiés politiques, les ports méditerranéens, Alicante, Valence et Carthagène, devinrent les derniers points de fuite. À Alicante, plus de 15 000 personnes attendirent pendant des jours l'arrivée de bateaux qui ne vinrent jamais, coincés entre la peur de l'avancée nationaliste et l'évidence qu'il n'existait plus de voie sûre pour s'échapper. Beaucoup finirent détenus et envoyés dans des camps de concentration franquistes ou dans des prisons surpeuplées, où les processus de purge commencèrent immédiatement. La retirada avait commencé des mois auparavant, lors de l'exode massif qui mena près d'un demi-million de personnes à traverser les Pyrénées entre janvier et février 1939. La chute de Barcelone avait provoqué un effondrement humain sans précédent. Des familles entières, des miliciens désarmés, des soldats vaincus, des dirigeants politiques, des intellectuels et des travailleurs fuyaient vers la France sous un hiver rigoureux, surveillé depuis le ciel par l'aviation franquiste et poursuivi par des colonnes avançant sans pause. La route vers le Perthus et Bourg-Madame devint un couloir d'angoisse. Charrettes renversées, enfants épuisés en pleurs, personnes âgées s'appuyant sur des bâtons improvisés, femmes poussant leurs affaires dans des brouettes et des milliers de personnes tentant d'avancer malgré le froid, la neige et le manque de nourriture. La France, surprise par le volume des réfugiés, improvisa des camps d'internement le long de sa côte méditerranéenne. Les plus connus, comme Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien et Gurs, furent construits à la hâte, sans installations adéquates et avec des ressources limitées. Les plages d'Argelès, exposées au vent glacial et sans autre protection que des baraques ou des tentes, devinrent l'un des symboles de l'exil républicain. Des milliers de réfugiés restèrent là pendant des semaines ou des mois, dormant sur le sable gelé, avec des rations minimales, sans services médicaux suffisants et surveillés par des soldats coloniaux français qui ne savaient pas comment gérer cette masse de personnes épuisées et traumatisées. Les enfants souffraient le plus. Des maladies infectieuses comme le typhus ou la dysenterie se propagèrent rapidement. Les femmes tentaient d'organiser des cantines improvisées, tandis que les hommes débattaient de leur avenir immédiat. Retourner en Espagne sous des promesses incertaines, émigrer vers d'autres pays ou attendre un conflit majeur en Europe qui pourrait changer leur situation. Certains seraient transférés ultérieurement vers des camps à l'intérieur de la France, d'autres intégrés dans des compagnies de travail forcées, et plusieurs finiraient prisonniers des nazis après l'invasion allemande de 1940. Pendant ce temps, en Espagne, Franco avançait sans résistance. Après la chute du Levant, le 26 mars 1939, les troupes nationalistes commencèrent l'entrée finale vers Madrid. La ville, qui avait résisté 3 ans de siège, bombardements et privations, n'avait plus de capacité défensive réelle. Le Conseil de défense de Casado avait tenté de négocier une capitulation honorable, mais Franco rejeta tout accord qui ne fut pas une reddition totale et inconditionnelle. Pour lui, la guerre ne pouvait se terminer par des compromis. Elle devait se conclure par la victoire absolue du nouvel État et l'élimination de tout vestige du régime républicain. Le 27 mars, des unités franquistes entrèrent dans les quartiers extérieurs de Madrid sans rencontrer d'opposition. La population, épuisée, observait depuis fenêtres et balcons l'avancée de colonnes militaires qui représentaient la fin de 3 ans de dévastation. Il y eut silence, peur et quelques applaudissements isolés, surtout dans les zones où des secteurs conservateurs attendaient l'arrivée des insurgés. Mais, dans l'ensemble, la ville assista à la fin de la guerre dans un état de résignation. Le 28 mars, Madrid tomba officiellement. Ce même jour commencèrent des arrestations massives, des purges de fonctionnaires, des réquisitions et des contrôles stricts dans les gares et les bâtiments publics. L'avancée vers les dernières villes républicaines fut immédiate. Il n'y eut pas de combat significatif. En quelques jours, toute la zone républicaine passa sous le contrôle de Franco. Le 1er avril 1939, Franco signa le dernier communiqué de guerre. Le message, bref et catégorique, annonçait « Captive et désarmée, l'armée rouge a vu les troupes nationales atteindre leurs derniers objectifs militaires. » Avec cette phrase, transmise par radio dans tout le pays, la guerre civile espagnole prenait officiellement fin.
Un conflit qui avait duré presque 3 ans et laissé un territoire dévasté, une population traumatisée et un exil massif qui marquerait l'histoire du pays pendant des décennies.